Jean-Claude Poirier. Bon, Scott de Martinville voulait aider les sténographes, enfin des gens qui feraient l'équivalent de sténographie. Quelqu'un a-t-il jamais essayé de lire les petites traces qu'il laissait sur le papier? Je ne parle pas de réussir, mais quelqu'un a-t-il essayé même de le faire? Parce que c'était ça le but de l'opération quand même. Did anybody try to hear what the traces that were placed on paper? Did anybody try ever to read the wiggles? Because that was the purpose of the whole operation. I mean, make those wiggles readable. Did anybody try? Let alone succeed, but... Certainly not in Scott and Martinville's case. Because they had no concept of what a vibrating diaphragm could do. Today we understand a vibrating diaphragm very well. You know, when we're children, we play with the string telephone, yes? And you have the vibrating diaphragm, and I speak here, and you listen there, because the vibrations get translated across the string. No human being understood that before 1870 for sure, and probably as late as 1874. And even if they had, well, yes. So that's one of the most frequent questions we get. It's so obvious to us, but not to them. They did not have that concept. Good question. Oui, Sébastien Balibar, et puis monsieur. Oui, une question d'ignorant pour Patrick Flandrin sans doute. Comment fonctionne la reconnaissance de la parole et même la synthèse de la parole? Est-ce que c'est par lettre, par syllabe, par mot Quel est le plus efficace? Tout le monde sait ça sauf moi ou... Oui, bah, c'est un peu tout. Ce que je disais, c'est que qu'effectivement, dans les premières approches jusqu'à des années encore assez récentes, l'idée, c'était en effet d'aller le plus possible vers des attributs qui sont des attributs du signal acoustique tel qu'on l'enregistre, de l'associer à des sons et ensuite de mettre dessus des couches qui sont des couches lexicales, des couches de langage, des modèles, voire de grammaire, des choses comme ça. Et donc ça continue, c'est-à-dire que beaucoup de systèmes fonctionnent toujours comme ça. Mais maintenant, effectivement, il y a toute une part qui est plus basée sur un mode d'apprentissage plus brutal, où ce qui est appris, c'est dans des conditions qui sont des conditions de corpus identifiés, répertoriés, labellisés, ce que donnent des réseaux entraînés, typiquement. Voilà. Alors la synthèse, c'est un peu différent, parce que la synthèse, effectivement, souvent, par son nom, c'est la fonction inverse de l'analyse. Donc elle joue sur des modèles qui sont des modèles qui basiquement sont toujours un peu des modèles inspirés de la façon dont est produit le son. Donc si tu veux, d'une manière assez simple, tu vas dire que tu as des vibrations de cordes vocales dans des situations qui sont des situations voisées, tu as des situations non, tu passes dans un système, ce système a des fréquences de résonance et tu organises les sons de cette façon-là. Monsieur, vous vouliez prendre la parole. Dites-nous qui vous êtes. Alain Cognards. Grâce aux effets radars très précis et actuels de la physique, il semble qu'il serait un jour possible de pouvoir révéler des sons de voix humaines gravés dans les sillons des gravures exécutées avec des silex. Et là, on est à une profondeur temporelle vertigineuse. C'est aux aurores de l'humanité. Mieux, avec l'apparition du tour des potiers, il y a 3000 ans au Proche-Orient, les sons seraient beaucoup plus nets avec l'argile. Croyez-vous à cette hypothèse d'avoir accès un jour à ces sons gravés dans les sillons? Bon, disons, l'hypothèse est séduisante. Alors, c'est ce que j'évoque à la fin. Après, il faut regarder un peu les ordres de grandeur. Donc, quand on regarde les ordres de grandeur, il faut voir... déjà, on réfléchit un peu à ces choses-là. C'est-à-dire que si on dit qu'un tour
fait une poterie fait en gros 10 cm de rayon, tourne à 1 tour par seconde, qu'on veut regarder les choses pas plus loin que 600 Hz, etc., il faut avoir une gravure qui est de l'ordre du millimètre de l'oscillation, mais après, sur un support qui est un support malléable, qui est vieillissant, etc. Ceci dit, je ne crois pas que jamais personne n'ait fait l'expérience. Voilà. On avait une fausse expérience qui est sortie un jour, mais c'était un poisson d'avril. Mais sinon, je ne crois pas que des gens aient tenté l'expérience. Peut-être qu'on peut l'imaginer dans des circonstances bien contrôlées pour se rendre compte de la faisabilité. Mais je pense qu'il faudra quand même faire des travaux un petit peu préparatoires de ce genre pour regarder la faisabilité avant d'enregistrer en aveugle, entre guillemets, des poteries anciennes, je crois. Oui, Comment Scott fixait-il le noir de fumée sur sa plaque? Parce que c'est quand même merveilleux que près de 2 siècles après, on arrive encore à le lire. Donc ça s'est bien conservé. Et c'est pas très facile de fixer le noir de fumée sur une plaque de verre. would you answer? How did he place the black? Il avait en fait un procédé chimique pour le faire et on est en train de réfléchir pour savoir si on est capable de retrouver au niveau chimique ce qu'il mettait sur sa plaque. Mais je peux parler je peux passer la parole à David Giovannoni. Do you know Could you how answer this question? If the question is how did he make it, the No, black how, and the black and the what is the film which is above the Oui. phonograph itself? I mean, what is the chemistry of that? it is probably turpentine, a base of turpentine. How do you say it? Turpentine? Un bain d'alcool et un bain de sandara. Oui. And I've made it to make us glass. You light the turpentine, it smokes, makes a black smoke. Oui. And you hold it over. It takes some skill, it takes some patience, but that's how we've done it. We've tried to recreate it, but it would be great to have an analysis of it. On va sans doute faire cette analyse. De toute façon, les phonotogrammes ont été conservés dans des cartons à dessin bien fermés dans les archives de l'Académie des sciences et ils n'ont pas bougé. Donc en fait, le film qui recouvrait les phonotogrammes était sûrement un film qui avait été travaillé par Scott pour conserver ces enregistrements. Présentez-vous là quand même. Je suis Dominique Bournonville. Pour M. Laurent Scott, vraisemblablement, votre ancêtre cherchait avant tout, disiez-vous, à transcrire directement la parole. Et pourtant, il a dans ses enregistrements pris un instrument, peut-être d'autre, le cornet à piston. Est-ce que vous savez pourquoi il a quand même essayé d'utiliser d'autres vibrations que celles d'une voix humaine ? Moi, je pense surtout qu'il a un peu tout essayé. Hein. La voix humaine, c'était une chose, mais il a travaillé sur l'ensemble des sons. Il y avait aussi les bruits. Il essayait d'ailleurs de travailler. Il s'est un peu perdu là-dedans sur les harmoniques et d'essayer de développer une catégorisation des sons, ceux qui sont harmonieux, ceux qui ne le sont pas. Regardez, on le voit bien sur la courbe, ça fait pas du tout la même. Enfin, plus sous-entendu, plus c'est beau, plus c'est harmonieux. Enfin, mais il y avait déjà un travail, oui, d'analyse, de catégorisation des sons. Je crois qu'il a tout essayé. Il n'a pas juste fait la voix humaine. Hein. Claude Debruy. Oui, c'est une question historique. Les méthodes d'enregistrement graphique se sont énormément développées à l'époque en physiologie, en particulier pour l'enregistrement de l'activité neuromusculaire. Alors, je ne suis pas sûr de la chronologie, mais est-ce que Scott de Martinville avait connaissance de ces choses-là ? En vérité, il faudrait peut-être relire le traité du professeur Longer. En tous les cas, il ne cite pas ça comme source d'inspiration. On peut voir quand même dans les documents de Scott quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire qu'il avait trouvé dans
Discovery, ce qu'avait écrit Galilée, du temps de Galilée. Galilée voulait polir des plaques de laiton pour ses miroirs et donc avait remarqué que lorsqu'il les polissait avec un ciseau à métaux pour les polir, tout d'un coup, il entendait un bruit très strident. Et quand il entendait ce bruit strident, il regardait, il voyait ce qu'il appelait des virgulettes. Et quand il frottait fort, elles étaient plus serrées. Quand il frottait... Donc il a essayé, en fait, Galilée, il a essayé d'en faire la théorie et de voir si l'espacement de ces virgulettes correspondait à une hauteur de son quelconque. En fait, la théorie n'était pas suffisamment bonne à l'époque et il n'a réussi à rien. Mais ce qui est marqué quand même dans Scott, c'est qu'il mentionne Galilée. Donc il avait déjà une idée qu'on pouvait inscrire un son à partir des vibrations. Et que, alors, dans Galilée, c'était simple, c'est-à-dire que la plaque de laiton entre en résonance quand il frotte avec une certaine vitesse, et donc que la plaque entre en résonance. Et quand elle est en résonance, il y a des oscillations stationnaires, et avec son ciseau, il écrêtait la crête, et du coup, ça imprimait les creux. Et Scott avait plus ou moins compris ça. Enfin, il y a juste, je dirais, 5-6 lignes sur le fait qu'il a mentionné déjà Galilée. Donc il avait quand même cherché, il devait chercher énormément dans beaucoup de documents pour essayer de faire ce qu'il a fait, parce que ça lui est pas venu comme ça d'un seul coup, par hasard. I have a question. How is this received in the United States? The fact that Edison was not the first, or is it accepted? Is it contested? What is the situation there? Well, that's a very good question. It is not contested. It is not contested. I think that when Au clair de la lune made its appearance in 2008, we knew, as Laurent said, we had to rewrite the history books. It has taken 9 years, almost 10 years now, but just last spring, we had a symposium at Edison's laboratory in New Jersey. We invited historians, documentarians, teachers, people, everybody who could rewrite the story of the invention of sound recording. And so they came and they listened to us, and we had dignitaries there from Paris. We had the highest level from the U.S. Park Service, which oversees the Edison Laboratory. They're taking the idea of reinterpreting the story, the narrative, very seriously. Now, Edison did invent sound reproduction. And you invited also the grandson of Edison. Yes. Now good friends with Laurent. They are good friends now. Yes. Est-ce qu'il y a des questions encore? Odile Eisenstein. À un moment, vous aviez évoqué, monsieur de Martinville, à un moment, vous aviez évoqué que votre ancêtre n'avait pas eu beaucoup de revenus puisqu'il n'avait pas vendu beaucoup. Mais c'est un qu'il en a vendu quelques-uns. Est-ce qu'il y a donc en fait d'autres enregistrements, enfin, est-ce qu'il y a une connaissance des ventes et éventuellement de ce qui a été enregistré et donc d'autres traces de donc d'utilisation des appareils vendus? Bon, d'abord, il y a un ouvrage qui cite à peu près les phonotographes existants de par le monde. C'est un ouvrage qui est sorti il y a une trentaine d'années. J'ai pu vérifier que c'était pas tout à fait exact.
sinon, les contes de Koenig, on les a pas. On a ce qu'il a présenté aux expositions universelles. On a le prix d'un phonotographe. Enfin bref, il invitait même les acquéreurs à jouer avec, à essayer de comprendre, enfin développer la phonotographie avec lui. Mais bon, moi, je retrouve des phonotographes ici et là. Par exemple, j'en ai trouvé 2 au Portugal de 1867. Bon, c'est pas mal. Il y en a un qui est pas mal conservé. Il y en a un en Belgique, à Gand. Il y en a un en Hollande, au musée Tylers. Il y en a un au Smithsonian, aux États-Unis. Mais en fait, dans votre question, je vais peut-être vous passer la parole à David, qui a une aventure assez extraordinaire à vous raconter. C'est l'aventure du phonotographe acheté par M. Bankers. M. Bankers était un très riche, un milliardaire américain, dont le hobby était les instruments scientifiques et qui passait sa vie à acheter tous les nouveaux instruments scientifiques qui arrivaient sur le marché. Mais la question que posait Odile, c'était est-ce qu'il reste encore d'autres phonotogrammes qu'on pourrait numériser et écouter aussi, absolument, qui datent à peu près de la même époque? Oui, c'est le problème de phonotogrammes datant de cette époque-là. Moi, je ne connais que ceux que l'Académie des Sciences... Ceux que nous avons précieusement conservés à l'Académie des Sciences. Et je voudrais remercier le service des archives de les avoir conservés comme cela. L'Académie des Sciences, l'Institut de France aussi, dans sa bibliothèque, dans les papiers de M. Regnault, et puis bon, la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, et enfin le ministère à l'époque, là où il avait pris son brevet, dont les archives sont actuellement conservées donc, par le l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle. Voilà. Ce sont les 4 sources. Enfin, nous, on n'en a pas trouvé d'autres sur cette période-là, et ce sont tous ces phonotogrammes qui ont été inscrits au patrimoine documentaire mondial géré par l'UNESCO. Okay. L'histoire de Monsieur Bankers. It's a sad story. In 1859, Charles Banker visited Paris, visited the atelier of Rudolf Koenig, and saw a phonograph. It must have been one of the very first. And he bought one, as Americans will do. And it was sent to him in Philadelphia. It was there all of his life. When he passed away, it was given to an institution, the Stevens Institute. It was then apparently discarded, sold, decommissioned, whatever. We went back looking for it specifically. We looked at every scientific instrument that survived from Banker's collection, and it is not there. It would be the very earliest phonograph known to exist if we found it. There used to be a phonograph in École Polytechnique, but it was later a type of a Koenig's type after 1865. And my grandfather, when this phonograph was about to be discarded, my grandfather purchased it from École Polytechnique, and we kept it at home. And my father kept it. And a few weeks before he passed away, this phonograph was stolen. May I ask a question on the history? Phonograph and phonotograph, are there any relations why these two words are almost the same, and how did that work out? Very good question. I think they were, Scott and Edison arrived at the names independently. Phone, sound, graph, writing. Scott added the auto, meaning to do it by itself.
interestingly, Edison in his first patents called his speaking phonograph the automatic speaking phonograph, because there was no real intervention. You spoke, it recorded. There was no chemistry to do as in a photograph, and it would play itself back. So he understood it was automatic, but he did not include that in the name. Ah oui. John Omley there. Complément d'information, la première attestation du mot phonographe répertoriée dans le trésor de la langue française date du milieu des années 60 du 19e siècle, sous la plume de Nadar, donc le photographe, qui imagine donc un système de reproduction de la voix qu'il appelle, hein, en disant comme, prenant le modèle de la photographie, donc le phonographe. Donc c'était anticipé avant la réalisation d'Edison. C'est Herschel qui a introduit le mot photographie dans la littérature. Nicole Moreau, do you know whether Edison was aware of the invention of Scott de Martinville, and if so, did he make any allusions with France, for instance? These are all great questions, and we only have recently found the answer to this one. This phonautograph and the phonograph look so similar. You would think that if Edison saw a phonograph, he could immediately jump to a phonograph. By all accounts, Edison may have seen a phonautograph. He had a couple opportunities to see it at exhibitions. But his understanding of the phonautograph was as a machine that did not accurately inscribe what it heard. Patrick Feaster just found several months ago an inscription, actually in Helmholtz's On the Theory of Sound, that Edison wrote in the margins. And he wrote, "This machine makes no good recordings." And one can understand how Edison got to that conclusion. He understood it to work a certain way. It actually worked a different way. So the answer to your question was, perhaps Edison knew about it, but everything we know about how Edison came to the phonograph tells us that he would have come to it about a year earlier if he had really understood what the phonautograph did. Bon, écoutez, je pense qu'il est l'heure de conclure. Je voulais remercier les trois orateurs parce que c'était tout à fait exceptionnel de voir au fond comment progresse la science par tâtonnement, par aller-retour, et que les ruptures ne se font pas nécessairement dans l'imagination des hommes, mais aussi par la technologie qui émerge et qui est émergente. Et l'arrivée du numérique a complètement transformé notre vision au niveau de la reconnaissance vocale. Et je pense que c'est vraiment très intéressant de voir cette progression scientifique sur 150 ans. Et je vous remercie beaucoup.